Au Japon, la ville de Paris a disparu. Ok, laissez-moi vous expliquer. Tout d'abord, je ne vous apprends rien lorsque je vous dis que la population japonaise baisse d'année en année et que le taux de natalité est fatalement très bas. C'est une thématique extrêmement populaire, le problème numéro 1 du Japon devant les catastrophes naturelles. Et pour cause, depuis 2010, la population japonaise diminue d'année en année. Donc c'est pas nouveau, mais est-ce que vous savez à quelle vitesse ça diminue? Jusqu'en 2019, le taux de décroissance était assez stable, autour de 0,1% de la population par an. Puis il y a eu 2020, une année exceptionnelle, et pas dans le bon sens. C'est comme ça qu'on atteint les 0,3% de décroissance. Et 0,3 ça veut dire quoi? Enfin je veux dire, qu'est-ce que c'est concrètement? Pour mieux se rendre compte de la catastrophe, en 2020 au Japon, c'est 300 000 Japonais en moins. Mais bon, là c'était 2020, après la crise du Covid, ça va s'améliorer. Ça va s'améliorer, hein? À partir de 2021 jusqu'en 2024, le taux de décroissance est chaque année autour de 0,45%. Alors, c'est difficile de donner une unique raison, mais disons que la crise sanitaire, c'est pas comme une guerre. Il n'y a pas de date de fin précise, il n'y a pas de jour où on peut se dire « c'est bon, le Covid, c'est fini ». La levée des restrictions, ça s'est fait lentement, et ça encore plus au Japon. Donc le nombre de naissances au Japon n'est jamais vraiment revenu à la normale, et c'est comme ça qu'on est passé maintenant à 600 000 Japonais en moins tous les ans. Entre 2020 et 2024, la population japonaise a perdu 2,3 millions d'habitants. Et 2,3 millions d'individus, c'est exactement comme si la population entière de la ville de Paris disparaissait. Ça y est, je pense que maintenant vous comprenez mieux pourquoi au Japon, c'est une catastrophe. Cette problématique, elle est largement documentée dans les reportages américains, mais aussi français. Sauf que, bien souvent, comment vous dire ça gentiment? Eh bien, les reportages français, ils passent très rapidement de pourquoi les Japonais ne font plus d'enfants à comment le Japon a créé une génération de puces. Ce célibataire a peu d'amis. Entre les filles ou les mangas, je préfère les mangas. Des speed dating où les participants se cachent derrière leur héros de manga préféré. C'est la dernière trouvaille des Japonais pour sauver leur pays. Le konkatsu masqué, ohé ohé. Vraiment, la voix off me termine, elle veut en finir avec l'image des Japonais et les ternir et les humilier à vie. Mais alors, un konkatsu, qu'est-ce que c'est? Littéralement avec les kanji, ça veut dire activité pour trouver un conjoint afin de se marier. C'est généralement organisé par des agences matrimoniales ou même la mairie, et ça consiste surtout à ce que vous voyez là, des speed dating qu'on appelle des omiai. Dans le reportage, on voit aussi la mode des mariages solos, surtout utilisés par les femmes japonaises pour avoir de jolies photos de mariage sans avoir de mari. Le solo wedding, ça coûte entre 30 000 et 300 000 yens, ce qui fait entre 200 et 2000 euros. On estime qu'il y a environ un solo wedding pour 300 vrais mariages, donc c'est pas du tout un phénomène qui freine les mariages, c'est plus une tendance pour avoir des jolies photos Instagram. Dans cet autre reportage, on aborde la place des hosts dans la vie de certaines japonaises. Ce sont des mecs charmeurs dans des bars qui sont payés en fonction de combien de verres ou de bouteilles ils auront réussi à faire consommer à leurs clientes. Ou plutôt combien de verres ou de bouteilles ils auront réussi à faire payer à leurs clientes pour que eux les boivent. Oui, c'est ça la vraie attraction, c'est que tu veux voir ton host se bourrer la gueule. Grâce à ton argent. Car pour finir, il doit encore affronter le cadeau de Kimiko, qui a déboursé 14 000 euros pour 10 bouteilles de champagne. Oui, comme vous l'avez entendu, les prix touchent des sommets. Kaizen, toujours plus haut. Et c'est une industrie tellement bien ficelée que certaines femmes ruinées finissent même par se prostituer pour continuer à donner toujours et encore plus d'argent à leur host préféré. Les hosts sont une sorte de trophée. Bref, ce que je veux vous faire comprendre en vous montrant tout ça, c'est que dans les reportages français ou même internationaux, eh bien, il y a une image... c'est le célibat. Voilà, on accentue le célibat, le côté exotique, le côté désespéré des Japonais d'être célibataires. On tourne la chose un peu en ridicule et le manque de naissance au Japon, même si c'est mentionné, c'est clairement une thématique au second plan. Je dis pas que c'est pas bien, au contraire, un peu de légèreté, c'est pas plus mal. Parce que disons qu'ici, au Japon, la thématique elle est abordée de manière un petit peu plus angoissante. 日本の人口減少のスピードが驚くほど速い。848万人の人口が減少。大阪府または東北6県と同じ。 En effet, une population qui décroît, ça veut aussi dire de plus en plus de personnes âgées qui partent à la retraite. Et c'est ça qui fait peur au gouvernement, des pénuries de main-d'œuvre dans des domaines comme le médical ou la construction. Et surtout, ça se traduit avec une charge de plus en plus lourde sur les épaules des actifs qui sont de moins en moins nombreux. En 1950, une personne âgée était soutenue, entre guillemets, par 12,1 personnes actives, et en 2025, c'est seulement 2 personnes qui doivent soutenir les dépenses publiques d'une personne âgée. Et si ça vous inquiète et vous vous dites « Oula, c'est assez impressionnant », vous n'êtes pas prêt pour la suite. Cette émission japonaise Nippon Tele News a fait une simulation pour savoir à quoi ressemblerait la vie d'un enfant japonais né en 2023 si la situation ne s'améliore pas.
En 2035, lorsqu'il aura 12 ans et qu'il aura fini l'école primaire, il y aura 40% d'élèves en moins par rapport à aujourd'hui. En 2043, à l'âge de 20 ans, quand il voudra trouver du travail, il n'y aura pas de problème pour en trouver. Ce sont plus les entreprises qui seront en pénurie de main-d'œuvre, tout domaine confondu. En 2070, à l'âge de 45 ans, il devra travailler à la place de 3 personnes pour maintenir le système. En cette année 2070, le nombre de naissances sera de 82 000 enfants au Japon, soit 9 fois moins qu'aujourd'hui. Et enfin, d'ici 2090, si le taux de natalité continue dans sa lancée, l'enfant né en 2023 sera à la retraite et les actifs devront supporter chacun 4 personnes âgées. Ce qui est absolument intenable et donc on assisterait à l'effondrement du système japonais et même selon cette émission, les grandes villes japonaises n'y survivraient pas. Je suis heureux d'être né au Japon, une phrase devenue une blague. Je sais que ce sera difficile si nous n'avons pas d'autres enfants, mais je plains mes propres enfants et j'hésite à en avoir d'autres, car je pense qu'ils devront traverser des épreuves. C'est un cercle vicieux. Ce sont des commentaires qu'on trouve sous la vidéo de Nippon Télé en question. Je veux vraiment que vous compreniez que ce problème, vraiment, c'est dans la tête des Japonais, de tous les Japonais. C'est tellement une angoisse qu'on le retrouve dans des scénarios, s'il vous plaît, de films X et de hentai. Oui, dans ces scénarios, le gouvernement impose aux jeunes Japonais, même dans les lycées, de procréer afin de, voilà, avoir plus d'enfants. Et bien sûr, ça reste juste des excuses pour montrer des parties de jambes en l'air, mais on peut aussi prendre le problème dans l'autre sens. Parce que là, on a juste un aspect avec les naissances forcées, mais si on prend le problème à l'envers, est-ce qu'on impose des naissances, ou alors on décide de réduire les dépenses? 75歳以上の高齢者に死を選ぶ権利を認め支援する制度、通称プラン75が今日の国会で可決されました。政府に求める国民の声が高まっていました。 Je pense que vous l'avez compris, mais dans cette œuvre de Chihide Hayakawa, nous sommes dans un futur proche où le Japon a décidé de proposer aux personnes âgées de 75 ans ou plus de se faire euthanasier. La réalisatrice parle d'une violence sucrée, d'une inhumanité souriante dans son film. Et ce qui est de très loin le plus effrayant dans ce film, c'est d'imaginer que ces 112 minutes de fiction deviennent une réalité. Alors maintenant que vous avez enfin tout le contexte, que vous connaissez l'ambiance qui règne autour du dépeuplement du Japon, je vous propose de découvrir le cocktail. Oui, le cocktail de raisons qui fait que non seulement le taux de natalité est bas, mais qu'il continue de baisser et ça de plus en plus vite. Alors si vous voulez comprendre réellement pourquoi les Japonais renoncent à l'amour et aux enfants alors qu'ils savent pertinemment les catastrophes qui les attendent, vous êtes au bon endroit. En japonais, le Scrabble, ça peut s'écrire comme ceci. Oui, la lettre H anglaise, en japonais, ça se lit Echi. Et c'est très proche du mot Echi, qui veut dire Scrabble. Bref, vous avez compris. Pour ça, dans une conversation, lorsque vous voyez H tout seul comme ça, méfiez-vous. C'est pour ça que quand on dit en japonais j'adore le H, ça veut dire tout autre chose. Effectivement, je vous apprends quelques trucs en complément de Rosetta Stone, c'est aussi ça l'apprentissage. Et cette application de langue qui ne passe par aucune traduction, je ne vous en parle pas aujourd'hui pour son formidable détecteur de prononciation. Jisho motte imasu ka? Jisho motte imasu ka? Iie, demo, sensei ga motte imasu. Iie, demo, sensei ga motte imasu. Ni les compagnons audio et les histoires que tu peux télécharger pour entrer ton oreille même hors connexion, ni pour son abonnement à vie avec 24 langues. Non, aujourd'hui je vous en parle comme étant un excellent complément. Parce que apprendre une langue avec une seule méthodologie, c'est le meilleur moyen de développer qu'un seul des critères suivants. L'écrit, l'oral, l'écoute, et je rajouterais même la grammaire. Par exemple, si tu apprends avec les animés, tu vas développer ton écoute, mais l'oral et l'écrit, ça va être zéro. Pourtant, ça veut pas dire que regarder des animés pour apprendre, c'est une mauvaise chose. Non, c'est juste que c'est un complément. Autre exemple, si tu le fais de manière académique dans un amphi par exemple, ton niveau écrit, vu que tu as des examens, il va être béton, mais tout ce qui est oral ou écoute, ça va peut-être pêcher un peu. Bref, ne vous limitez pas à un seul moyen d'apprentissage. Prenez-en plusieurs et c'est pour ça que je vous présente Rosetta Stone depuis maintenant plus de 7 ans. Et bien sûr, avec mon lien en description, vous avez moins 60% sur l'abonnement à vie. Pour avoir des enfants, il faut faire l'amour. Oui, c'est basique comme réflexion, mais visiblement pour les Japonais, c'est pas une priorité. Ou plutôt, c'est l'image qu'on vous en donne. Au Japon, il n'y a pas de sexe. Mais est-ce que c'est vrai? Selon BFM TV, 40% des jeunes âgés de 18 à 35 ans n'ont jamais eu de rapport sexuel. 42% des hommes et 44% des femmes déclarent être vierges et c'est gigantesque. L'information, elle date de 2016 et personnellement, je n'arrive pas du tout à y croire. Je le dis honnêtement, l'information ne me plaît pas, du coup je n'y crois pas. Et pourtant, en parcourant les sites japonais,
Eh bien j'ai également trouvé ces statistiques. 40% de gens inexpérimentés entre 18 et 35 ans, ok. Mais cette fois-ci sur le site japonais, ils ont mis un lien direct vers la source de l'information. Alors j'ai cliqué et je me suis retrouvé sur le site du ministère japonais de la Santé, du Travail et de la Protection Sociale, le Kosei Rodokusho. Une fois là-bas, faut s'accrocher parce qu'il y a plein de liens différents, mais celui qui nous intéresse c'est celui sur le résumé des résultats. Je reclique encore une fois et cette fois-ci, enfin je peux télécharger le rapport où je choisis le plus récent, c'est-à-dire celui de 2021. J'ai donc accès à un rapport de 222 pages avec full kanji dans tous les sens. Je m'arrête à la page 31 qui se nomme expérience sexuelle. Et là je tombe sur ces deux graphiques, hommes et femmes. Il y a aussi des informations pour bien distinguer les courbes en fonction de la tranche d'âge, mais les taux me paraissent anormalement élevés. Et c'est normal parce qu'il faut renverser le tableau. Effectivement, là on peut lire 62,8% chez les hommes de 20 à 24 ans, c'est le pourcentage qui ont déjà eu une expérience. Donc sur une moyenne de 18-35 ans, c'est effectivement bien autour de 40% de personnes qui sont vierges. Ce sont bien les mêmes chiffres que BFM TV et du site japonais. Cependant, quand on lit le tableau, on peut voir ces deux kanji. Nikon, qui veut dire célibataire, mais au sens juridique du terme. Donc célibataire par opposition à être marié. Donc en vérité, ces chiffres sont basés uniquement sur les personnes de 18 à 35 ans qui sont célibataires, non mariés. Donc forcément, le fait d'ignorer la tranche de la population qui est déjà mariée, ça fait gonfler la statistique de fou. Voilà, ça prend du temps, mais au moins on a débunk ce chiffre de 40% de vierges au Japon qui est totalement faux. Mais maintenant, du coup, on a envie de savoir, c'est quoi les vrais chiffres ? Entre 18 et 39 ans, on est à 25,8% chez les hommes et 24,6% chez les femmes. On a même le détail en fonction des tranches d'âge avec ce tableau, mais pour vraiment avoir une idée de ce que ça veut dire, encore faut-il comparer ces chiffres. En France, même s'il n'y a pas d'études, on estime que le nombre de personnes vierges dans cette tranche d'âge est autour de 1 personne sur 10, soit 10%. Donc effectivement, le taux de virginité au Japon est quand même beaucoup plus élevé qu'en France. Alors s'il n'y a pas assez d'enfants au Japon, c'est la faute des célibataires. Voilà, ça ne sait plus comment s'y prendre, ça préfère jouer avec des figurines otaku, regarder des animés, on préfère les filles en 2D, il faut porter des masques pour pouvoir aligner quand même un minimum de 3 mots, faut même qu'on leur tienne la... Ouais, j'espère que vous n'y avez pas cru. Je ne vais pas faire durer le suspense, mais le taux de virginité au Japon n'a absolument rien à voir avec la baisse du taux de natalité. Quand même, ça devrait... Non, parce que finalement, il y a quand même... Non. Je suis le premier surpris, mais c'est lorsque j'ai vu que le rapport que j'ai utilisé pour vous débunker l'information des 40% avait été fait à peu près tous les 5 ans, je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passerait si je prenais celui par exemple de 1982 et que je le comparais avec celui de 2021? Et là, révélation. Le taux de virginité des 18-35 ans au Japon entre 1982 et 2021 n'a pas bougé. Ou en fait si, mais c'était juste encore pire avant. Et tout ça, ça se voyait déjà dans le tableau que je vous ai montré tout à l'heure, qui remontait jusqu'en 1987. Quand on compare le début de la courbe et la fin de la courbe, c'est très stable du côté des hommes. Et du côté des femmes, il y a même une augmentation. Et attention, je le rappelle, le tableau illustre les individus non mariés qui ont déjà eu une expérience. Donc du coup, il faut l'inverser. Donc si sur le tableau ça grimpe, ça veut dire qu'en vérité, le taux de virginité, il descend. Et en 1982, c'est exactement le même constat. Mais alors pourquoi j'ai voulu remonter jusqu'en 1982 précisément ? À ça, il y a 3 raisons. La première, c'est qu'en 1982, le taux de natalité au Japon était plus élevé que celui de la France en 2023. 1,77 enfants par femme au Japon contre 1,66 enfants par femme en France. Et pourtant, à cette période, il y avait beaucoup plus de personnes vierges au Japon qu'en France. Donc ça prouve que la comparaison des taux de virginité entre deux pays différents, ça ne veut rien dire sur la natalité. La seconde raison, c'est qu'en 1982, il y a eu 1,49 million de naissances, soit carrément 2 fois plus qu'en 2024. Et donc ça prouve que l'analyse du nombre de personnes vierges au sein du même pays entre 2 années différentes ne veut rien dire sur le nombre de naissances. Et enfin, dernière raison pour laquelle j'ai choisi 1982, c'est pour vous prouver que avant le phénomène otaku, les mangas, les gens qui sont un peu awkward socialement, eh bien le taux de virginité était exactement le même. En 1982, on est 7 ans avant la première diffusion du premier épisode de Dragon Ball, 13 ans avant Evangelion. Et pour enfoncer le clou, le Comiket qui accueille aujourd'hui à peu près 700 000 personnes, accueillait à l'époque, en 1982, 7000 participants. 1%. Donc les otaku qui sont intéressés que par les femmes en 2D, eh bah c'est pas de leur faute.
pile. Ah, face. Bon, bah écoutez, j'avais une chance sur deux, exactement comme les Japonais lorsqu'il s'agit de continuer à faire l'amour dans leur mariage. Oui, pratiquement un couple sur deux mariés au Japon ne font plus l'amour. Et encore, si on rajoute ceux qui l'ont pas fait depuis plus d'un mois, on monte à 70%. C'est un cliché de cliché et pourtant il est totalement vrai, et à ça les Japonais ont trois excuses, trois raisons. La première, ce sont les hommes qui disent être éreintés par le travail et donc qui ne peuvent pas faire débat. La seconde, toujours les hommes qui considèrent plus leur femme comme un membre de la famille, plus que comme une partenaire sexuelle. On peut faire les deux, hein. Et la dernière, ce sont les femmes à 22% qui considèrent que l'acte sexuel est pénible. Mais il faut quand même noter que ce phénomène de sexless, donc voilà, pas de Scrabble, eh bien ça apparaît généralement après la naissance du premier enfant. C'est d'ailleurs même ça qui est le déclencheur un petit peu du phénomène. C'est une classique au Japon, on attend de la femme qu'elle embrasse son rôle de mère plutôt que de celle d'épouse. Parfois ça emmerde le mari, parfois c'est le mari qui veut, ça change. Mais quoi qu'il en soit, il y a déjà un enfant, donc à la limite c'est un frein pour avoir un deuxième enfant. Et c'est là, mesdames et messieurs, qu'on touche à quelque chose. Le deuxième enfant, c'est une partie du problème. Les couples japonais ne font très souvent qu'un seul enfant. Dites-vous que si la répartition du nombre d'enfants dans les familles japonaises était la même qu'en France, il y aurait juste comme ça, de base, 13% d'enfants en plus par an au Japon. Ça fait quand même 100 000 naissances de plus par an juste pour une question de répartition. Et le plus souvent dans ces couples mariés japonais qui ont déjà un enfant, c'est pas qu'ils ne veulent pas avoir un deuxième enfant, c'est qu'ils ne peuvent pas. Voici ce qui freine les parents à sauter le pas pour avoir un premier ou un deuxième enfant. Le coût de l'éducation, les efforts à déployer, la place manquante et la priorité à la carrière. なんか自分の時間も大事にしたいし、子供産んだとしていじめにあったりとか、そういうこともなんかいろいろ考えると、なんか大丈夫かなとか変なそうですね不安があります。 Ces inquiétudes, elles se ressentent quand même pas mal dans ce micro-trottoir japonais. Et c'est assez intéressant de voir les raisons pour le premier enfant et le deuxième, c'est vraiment les mêmes. Juste avec le tableau, on voit que ce qui ressort, c'est clairement l'argent, notamment avec le coût de l'éducation. Et même si c'est pas écrit et ça se mesure pas, je pense que c'est pas qu'une histoire de prix. Faut aussi se rendre compte de tout ce qu'il y a autour de l'éducation d'un enfant au Japon. Premier point, les devoirs. Ah non, pas celui pour l'enfant, les vôtres! En tant que parent, acheter la trousse de taille réglementaire, coudre à la main le tablier, avoir les vêtements de rechange prêts pour les jours impairs, et bien sûr ne pas mélanger le matériel d'art des jours premiers de la seconde semaine du 4e mois. J'exagère bien sûr, mais j'ai une théorie fumeuse, oui j'admets qu'elle est fumeuse, comme quoi on donne autant de choses à faire aux parents, slash plutôt que à la maman pour vraiment blinder artificiellement ses journées. Vraiment entre le bento, les règles d'école, la gestion des plannings, les réunions avec les professeurs, les autres parents d'élèves. Eh oh, quand ton gosse il va à l'école au Japon, t'as l'impression qu'il faut une personne à temps plein pour gérer le fait que ton gamin aille à l'école. Deuxième chose sur l'éducation d'un enfant au Japon, et cette fois c'est positif, la sécurité de malade. C'est toujours impressionnant je trouve de voir des enfants qui se baladent alors qu'ils ont vraiment 5 ans et ils prennent le métro alors qu'ils ont 5 ans, ils font des petits groupes comme ça et tout se passe bien. Et déjà à l'âge de 10 ans je vois des gamins qui se baladent à vélo la nuit tranquille comme ça et qui vont à droite à gauche rejoindre leurs amis, faire la fête, j'en sais rien. Mais c'est impressionnant de voir cette tranquillité d'esprit et sans que les gamins ils aient 15 ou 18 ans. Non, ils ont 5, 10 ans, même moins peut-être, c'est hallucinant. Et troisième point, je retourne dans le négatif, c'est le surélitisme exacerbé. Et pourtant c'est quelqu'un qui a fait prépa Matsup Matsupe qui vous dit ça. J'ai l'impression qu'au Japon, pour avoir un bon travail, il faut aller dans une bonne université. Pour avoir la bonne université, il faut avoir un bon lycée. Pour avoir un bon lycée, il faut un bon collège. Pour avoir un bon collège, il faut une bonne école primaire. Pour avoir une bonne école primaire, il faut une bonne maternelle. Et si vous ne me croyez pas sur la maternelle, regardez ça. Nao Tanaka a décidé d'inscrire son fils dans une classe préparatoire. S'ils parviennent à entrer dans une maternelle d'excellence, alors ils seront assurés d'accéder presque automatiquement à l'université. Alors oui, ce que vous venez de voir, c'est vraiment l'élite de l'élite, ce n'est absolument pas partout comme ça. Mais personnellement, le système japonais sur l'éducation, il me donne pas envie, mais c'est totalement personnel. Pendant les cours, personne ne pose de questions au professeur. Ce serait perçu comme la volonté de se distinguer. La règle numéro 3, en effet, est de se fondre dans le groupe. Et vous voyez cette phrase, c'est mon dernier point. Avoir un esprit collectif, c'est top, mais la mentalité japonaise, où le but c'est d'écraser l'individualité, de taper sur le clou qui dépasse, de gommer les différences, personnellement, je n'aime pas ça. C'est comme l'uniforme, esthétiquement j'adore ça, mais il ne faut pas croire une seconde que ça va résoudre des problèmes de harcèlement. Bref, c'est mon avis, mais le harcèlement et la peur que ces enfants se fassent harceler, c'est aussi une crainte des Japonais. Forcément, quand tu as vécu ça, tu réfléchis à 2 fois avant de faire un enfant et de lui faire potentiellement vivre ça.
Donc maintenant, récapitulons. On sait que le manque de naissance ne vient ni des célibataires qui ne font pas l'amour, ni des couples mariés qui ne font pas l'amour. Et parmi les responsables, entre gros guillemets, il y a les couples qui ont trop d'inquiétude pour avoir un premier ou un deuxième enfant. Mais la raison de la baisse de natalité, c'est que ça? Bien sûr que non. Là, on n'a que la première partie du cocktail. La seconde est beaucoup plus grave. Déjà, cette seconde partie, de qui on parle? Les responsables, encore une fois entre guillemets, il s'agit des célibataires mais qui ont déjà eu des expériences sexuelles. Et pour preuve, voilà la statistique que vous attendez depuis le début. 55,2%. Plus d'un japonais célibataire sur deux entre 18 et 29 ans ne veut pas d'enfant. Dans l'émission de tout à l'heure, ils ont fait une petite enquête et ils sont tombés sur 45,7% en prenant tous les 18-29 ans confondus. C'est gigantesque! En France, on s'inquiète que ce nombre y monte et on n'est qu'à 15%. 50 au Japon! Vous voyez l'écart? Maintenant qu'on a la taille du phénomène et d'où ça vient, il nous faut notre réponse. Pourquoi? Pourquoi autant de jeunes japonais renoncent aux enfants et à l'amour? Ils se sont pas réveillés un matin en se disant « Ouais, ça m'intéresse pas en fait ». Mais avant de vous donner la réponse et surtout pour la comprendre au mieux, il faut que je vous explique pourquoi le Japon ne peut pas résoudre son problème de taux de natalité et de pénurie de main d'œuvre juste avec d'autres solutions comme par exemple l'immigration. Alors, l'immigration au Japon, c'est pas trop ça. Ils ont une des politiques les plus strictes au monde dans ce domaine et il y a tout juste un peu plus de 3% d'étrangers sur le sol japonais. Et même si de plus en plus de japonais ont conscience qu'ils auront besoin de la main d'œuvre étrangère, eh bien... il ne faudra pas plus que quelques touristes qui se comportent mal et certaines magouilles des Chinois sur le territoire nippon pour qu'un nouveau parti de l'extrême droite qui a séduit particulièrement le jeu d'électorat vienne faire une percée politique. 6% des sièges du Parlement, c'est pas énorme, mais c'est vraiment l'évolution qui est fulgurante. Il y a vraiment pas à débattre, l'immigration au Japon, c'est vraiment pas bien vu par les Japonais. Et dans ce contexte, il y a une news qui a fait beaucoup parler d'elle. En tout cas, au Japon, c'était un torrent. Je vous dis pas tout de suite de quoi, mais c'était un torrent. Lors de la 9e conférence internationale de Tokyo sur le développement en Afrique, le Japon a lancé le projet Africa Hometown. Et durant le discours du représentant japonais, un terme bien précis a été utilisé. C'est le verbe sasageru. Oui, sasageru, le même verbe que Shinzo Sasageyo, c'est le même. Et littéralement, quand je l'entends, je comprends qu'il veut offrir, il veut céder quelque chose. Mais de quoi parle-t-il? Tenez-vous bien. Le Japon veut sasageru, des villes japonaises qui sont un petit peu en difficulté, à des pays en Afrique. Kisarazu à Chiba au Nigeria, Nagai à Yamagata à la Tanzanie, Sanjo à Niigata au Ghana et Imabari à Ehime au Mozambique. En gros, c'est un projet d'immigration pour faire venir des travailleurs africains sur le territoire nippon et oh putain. L'extrême droite vient de faire une percée politique et quelques mois plus tard t'annonces que tu veux donner des villes japonaises. Mais que ça soit à n'importe qui, pourquoi tu donnes des villes? Qu'est-ce qui se passe? Vous pensez certainement que j'ai mal compris l'annonce, voilà, mais on peut le vérifier. Sur le Tanzania Times, on peut lire que le Japon cède la ville de Nagai à la Tanzanie. On peut aussi voir sur d'autres médias qu'ils sous-entendent que le Japon va offrir des visas spéciaux pour les immigrés de ces pays-là. Alors vous imaginez bien qu'au Japon, quand la news, elle a pété sur Twitter, les mairies, comment elles se sont mangées un nombre d'appels téléphoniques et d'emails, mais c'est en milliers en seulement quelques heures. Et du coup, le torrent dont je vous parlais au début, le voici. Preuve que le gouvernement veut faire venir des centaines de milliers d'arnaqueurs noirs africains au Japon. Qu'ont-ils fait exactement sans en informer le peuple japonais? Connaissez la colère du peuple. La JK et les responsables municipaux ont l'obligation d'expliquer aux citoyens et au peuple japonais pourquoi ils utilisent les termes dévoué et ville natale plutôt que partenariat, ville amie ou ville sœur. Bon, vous vous doutez bien que le gouvernement japonais, il a sorti l'aspirateur Toshiba le plus efficace qu'ils avaient pour vite aspirer, voilà tout ce qu'ils avaient dit. Et bien sûr, ils ont demandé aux différents gouvernements africains de bien corriger ce qui avait été écrit sur leur site, parfois même officiel. Le verbe était mal choisi. On s'est gouré de verbes, les gars. Alors, est-ce qu'ils ont juste fait machine arrière sur ce qu'ils comptaient faire au vu des réactions des Japonais? Est-ce que c'est une communication catastrophique? Quoi qu'il en soit, maintenant vous comprenez que les Japonais, ils ne sont absolument pas enclins à utiliser l'immigration comme solution à leur problème de natalité. On se retrouve alors dans la situation actuelle où rien ne semble fonctionner, vraiment le problème est irrésolvable. Mais vous savez, quand on dit qu'un problème n'a pas de solution, eh bien c'est que peut-être il n'y a pas de problème. Ce monsieur, c'est Bobby Ologon. D'origine, c'est un Nigérian. Pas un Nigérien, j'ai appris la leçon. Et il est naturalisé japonais depuis déjà 2007. Il a même fait l'effort de prendre en signe d'intégration le nom de sa femme japonaise, Konda.
Pour son parcours, il a commencé à apparaître dans les médias japonais autour de 2001. Et bien sûr, à cette époque, le Japon avait pour habitude de se moquer des personnes qui parlaient pas très bien japonais, et c'était, j'ai pas envie de dire bon enfant, mais on se moquait gentiment... Bref. Sauf que Bobby, c'est quelqu'un de très intelligent et il a très bien compris qu'il fallait qu'il fasse le pitre, et il a très bien jaugé à quel point il devait faire le pitre. Après ça, il a une carrière sportive qui est toujours très médiatisée, et à partir de 2005, il a un peu plus de notoriété et donc il arrête le rôle de pitre. Et son profil est très intéressant parce que beaucoup de Japonais reconnaissent ses efforts pour apprendre la langue et s'adapter à la culture japonaise. Bon, je vous avoue, tout ce que je viens de vous raconter, ça date un peu quand même, et c'est pas non plus une giga star, Bobby. Mais depuis quelques mois, il y a des YouTube Shorts de lui qui réagissent à des problèmes de société japonaise qui tournent pas mal sur les réseaux sociaux. 1 million, 2 millions, 8 millions de vues. Et son discours très positif sur l'avenir du Japon a trouvé une oreille attentive auprès des Japonais. Pour résumer sur la question du vieillissement de la population et du dépeuplement, il dit qu'il n'y a juste pas de problème. Il suffit que les jeunes réapprennent à vivre avec leurs aînés. Et c'est assez intéressant parce que si papy et mamie vivaient dans la même maison que les parents et les enfants, ça permettrait d'économiser sur l'argent de la crèche, puis ça permettrait de gagner du temps sur les tâches que demande l'école, puis ça permettrait de... etc. etc. Mais pour vivre tous ensemble sous le même toit, encore faut-il avoir un gros logement. Et à Tokyo, ça coûte la peau des... Oh, mais comme par hasard, il y a des grandes maisons dispo et pour pas cher à la campagne au Japon. Bon, faut quand même les retaper, mais ça restera toujours moins cher qu'à Tokyo. En fait, plus qu'à récupérer quelques jours de télétravail, et puis la formule, elle est là. Donc juste, le fait de revivre avec ses grands-parents comme le Japon le faisait avant, eh bien ça résout le problème des campagnes qui se vident, ça résout le problème de l'argent pour les crèches, ça résout le problème du temps pour l'école, ça résout aussi le problème un petit peu des retraites. Vraiment, c'est magique. Bien sûr, j'imagine qu'il y a plein de cas où ça ne fonctionne pas, mais quand même, avouez que sur le papier, ça reste sexy. Bon, alors peut-être le vieillissement de la population du Japon et le dépeuplement ne sont pas des si gros problèmes que ça. Et encore, ça reste quand même à prouver. Mais en réalité, derrière ces problèmes se cache un problème, mais encore beaucoup plus gros. C'est pas les retraites, c'est pas l'éducation, c'est vraiment... c'est un fondement de la société. Accrochez-vous parce qu'on arrive à la seconde partie du cocktail, les fameux 55% des jeunes qui ne veulent pas d'enfants. La vraie raison de pourquoi ils ne veulent pas d'enfants. Pourquoi les jeunes se marient pas? Pourquoi il n'y a pas assez d'enfants? Vraiment, juste faites plus d'enfants. Arrête de te plonger dans tes réseaux sociaux. Qu'est-ce qui se passe dans ta tête? Pas éduqué. Pourquoi tu ne trouves pas l'avenir? C'est toi. On compte sur toi pour l'avenir, tu le sais ça? Low Desire Society. Les Japonais n'ont plus de désir. Pas seulement sexuel ou l'envie de fonder une famille. Non. Sur tous les points. Ils n'ont juste plus de désir de consommer, d'investir, d'entreprendre. Ils ont juste peut-être quelques envies, mais très faibles, très passagères, et qui peuvent être satisfaites très rapidement. Et ça, c'est ce qu'on appelle une société à faible désir. Décrit pour la première fois en 2015 par Kenichi Omae dans son livre Teiyokubo Shakai. Littéralement, société à faible désir. Il résume ça en disant que les Japonais ont peur d'espérer. Alors c'est très joli comme formulation, mais qu'est-ce que ça veut dire concrètement ? Ces Japonais que Kenichi décrit souffrent de n'avoir connu que le Japon des décennies de vide après l'éclatement de la bulle économique, des décennies de stagnation dont le Japon sort à peine, des décennies à revoir ses ambitions à la baisse, à perdre espoir. Et à force, les Japonais qui n'ont connu que ces années-là, eh bien ils ont développé une aversion systémique pour le risque. Ils préfèrent louer plutôt que d'acheter, prendre les transports plutôt que d'investir dans une voiture. Ils économisent tout l'argent qu'ils ont plutôt que de l'investir. Ils vivent au jour le jour et toute forme même minime d'anxiété doit être tuée par une routine minimaliste et un compte en banque juste un peu plus gros chaque jour pour être toujours préparé au pire. Dit comme ça, c'est pas très nouveau. C'est même la situation de beaucoup de personnes dans une situation précaire. Sauf que la grande différence, c'est que cette génération au Japon, elle est pas forcément dans une situation précaire. Ça touche aussi des gens qui ont un bon salaire, un bon train de vie, et donc ça fait que le phénomène s'étend beaucoup plus largement. Même avec des prêts à moins de 1% d'intérêt, ils ne veulent juste pas s'endetter pour une maison, pour une voiture, ou même investir dans un couple, ou encore fonder une famille. Tout ça, c'est trop de stress, trop d'ambition, trop de frustration potentielle. Et pour preuve, en 2014, aucune augmentation du nombre de personnes demandant des prêts immobiliers n'a été enregistrée, même avec un taux d'intérêt fixe sur 35 ans de 1,56%. C'est le plus bas de l'histoire du Japon et ça n'a motivé personne. Personnellement, je trouve qu'on dirait une alternative aux hikikomori qui décident de s'enfermer entre quatre murs et de refuser la société. En fait, ils refusent le jeu du mariage, des enfants, de monter dans la hiérarchie de sa boîte, ils refusent tout ça. Juste le boulot et la vie au jour le jour.
ça lui suffit. Et apparemment Kenichi parle même du fait que ces japonais, ils ne ressentent même plus le côté gamin. Gamin en japonais ça veut dire prendre sur soi, donc c'est même pas qu'ils prennent sur eux, c'est juste qu'ils sont libérés de ces désirs. Toutefois il y a un constat dans le même livre qui est assez alarmant, c'est que tout ce qui est fabriqué, tout ce qui est construit autour de nous est centré sur nos désirs. Avoir des routes c'est le désir de se rapprocher de ceux qui sont loin. Avoir des restaurants c'est le désir de bien manger. Avoir des maisons c'est le désir de posséder son chez-soi. En fait tout ce que tu as autour de toi ce n'est que l'expression de tes désirs. Et donc partant de ce postulat, si tu n'as plus de désir, alors ce qu'il y a autour de toi n'a plus de raison d'exister. Pourtant là où vous serez d'accord, ne pas avoir de désir ce n'est pas un crime, au contraire c'est même plutôt positif, c'est une sorte de libération et c'est un accès à la félicité. Et là on rentre même dans des propos bouddhistes avec une purgation et une suppression des désirs. On rentre aussi un petit peu dans la philo et justement ça devrait vous rappeler un cours de philo, notamment la rencontre entre Alexandre le Grand et Diogène. Diogène est un philosophe cynique qui a choisi de vivre détaché de tous ses biens matériels. Vraiment tous. À tel point qu'il vivait dans un tonneau dans les rues de Corinthe. De l'autre côté, nous avons Alexandre le Grand, un des plus grands conquérants de l'histoire. Il symbolise la puissance, la réussite et toute forme de désir comblé. Alexandre, curieux, rend visite à Diogène et le trouve allongé à même le sol. Intrigué, il profère ces mots. « Demande-moi ce que tu veux, je te l'accorderai. » Ce à quoi Diogène répondit « Ôte-toi de mon soleil. » C'est une manière de dire que la personne qui s'est débarrassée de ses désirs est au-dessus de la personne qui a comblé tous ses désirs. La différence par rapport à Diogène, c'est que j'ai l'impression que les Japonais ne sont pas forcément comblés, voire même heureux de la situation dans laquelle ils sont. Ils l'ont subi, ils sont comme ça à cause de tout ce qu'ils ont vécu. Et bien sûr, on ne peut pas leur reprocher ça. Mais pour finir, j'ai quand même une dernière question. Si tout le monde au Japon devient comme Diogène, qui restera-t-il pour construire le tonneau dans lequel il vit? Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, je suis vraiment allé jusqu'au bout sur ce concept de société à faible désir, c'est ultra intéressant. J'ai vraiment réfléchi à cette vidéo comme une prolongation de la vidéo sur les métis au Japon. Et si la vidéo vous a plu, vous pouvez soutenir en mettant un pouce bleu et vous abonner. Je vous dis à la prochaine, tchuss.